Le X-1. Premier avion à dépasser la vitesse du son et à ouvrir la voie au vol supersonique. Ces brillants succès ont conduit à la naissance d'une nouvelle génération d'appareils. Cette seconde série va aller bien au-delà du mur du son, vaincu par ses prédécesseurs. Un fuselage plus grand permet d'augmenter la capacité des réservoirs de carburant pour une plus longue durée de vol motorisée. La seconde génération de X-1 va voler plus haut et plus loin, avec le même moteur fusée XLR-11, un habitacle et une verrière modifiée. Ce nouveau X-1 hybride va lui aussi entrer dans l'histoire de l'aviation. Le premier exemplaire livré par Bell est le X-1D. Il est destiné à la recherche dans le domaine des transferts de chaleur. Car plus les avions vont vite, plus la température de leur revêtement s'élève. Lors de la montée vers l'altitude de largage pour son premier vol motorisé, son pilote d'essai Pete Everest de l'US Air Force remarque quelque chose. J'ai senti une explosion et je me suis dit, ce n'est pas normal. Il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps à vivre. Il largue tout le combustible, craignant que la moindre étincelle ne déclenche un incendie qui atteindrait l'avion porteur. J'étais bien sûr très inquiet, alors je suis sorti du cockpit, je me suis précipité dans l'avion porteur. J'étais plus inquiet pour l'équipage du B-50 que pour moi-même. On a donc largué l'avion et on l'a vu descendre. Puis s'écraser et exploser au sol en plein désert. Après la perte du X-1D le 22 août 1951, l'US Air Force devra attendre 2 ans avant de pouvoir essayer à nouveau un X-1 de la seconde génération. Le plus novateur de ces avions expérimentaux est incontestablement le Bell X-1A. Il est doté de la même voilure très fine et du même moteur fusée équipé d'une nouvelle turbopompe. Mais à la différence du premier X-1, il a un sérieux rival. Le Douglas D-558 Skyrocket fait partie d'un programme de recherche conjoint entre l'US Navy et le National Advisory Committee on Aeronautics, le NACA. Sa voilure en flèche découle en grande partie des recherches allemandes en matière d'aérodynamique. Conçu à l'origine pour décoller du sol, le Skyrocket adopte vite la même formule de largage en altitude mise au point pour le programme X-1. Un décollage du sol avec des réservoirs pleins de carburant hautement inflammable peut non seulement s'avérer dangereux, mais entamer grandement l'autonomie et les performances de l'appareil. En partant du sol, celui-ci atteint à peine Mach 1, mais largué en altitude, il peut faire beaucoup mieux. Construit à l'origine pour recevoir un turboréacteur, le second Skyrocket est profondément modifié pour accueillir un moteur fusée XLR-8 à 4 chambres de combustion. L'espace dégagé par l'élimination du turboréacteur est repris par les réservoirs du moteur fusée et des instruments de mesure. Le peu de place qui reste est réservé aux pilotes. L'habitacle étant difficilement accessible, les ingénieurs ont essayé de trouver une solution pour évacuer rapidement l'avion en cas de problème. Scott Crossfield, pilote d'essai du Skyrocket au NACA. J'avais l'habitude de dire qu'évacuer le Skyrocket, c'était comme se suicider pour éviter de se faire tuer. L'avion avait un nez éjectable, comme le Skystrike et le X-2. C'était une solution typique de l'époque. Ils n'ont jamais pu, à cause des pressions financières et des délais, mettre au point un système capable de préserver efficacement la vie des pilotes. Nous étions tous opposés aux capsules de sauvetage, parce que c'était exactement comme un deuxième avion. Et si celui-ci était si parfait, c'était là-dedans qu'il fallait voler et oublier le reste de l'appareil. Le 20 novembre 1953, Crossfield, aux commandes du Skyrocket, est le premier pilote à dépasser Mach 2. Je me suis dit que ce serait amusant de voir si on pouvait pousser ce bon vieux zinc, qui n'était pas conçu pour dépasser Mach 1,6, jusqu'à Mach 2. On s'est donné du mal pour y arriver et on a réussi. On a atteint Mach 2,01 environ, à peine un peu plus. D'ailleurs, Charlie Yeager prétend être le premier à avoir dépassé Mach 2. Crossfield, lui, n'a été qu'à Mach 2. Il tient à la nuance.
Nuance ou pas, Crossfield avait atteint la vitesse de 2077 km/h, performance maximale absolue de cet avion. Il reprend ainsi le flambeau à l'US Air Force et à Yeager. Le Skyrocket décroche le trophée Mach 2 au nez et à la barbe du X-1A. On travaillait dans des secteurs entièrement différents. C'était comme si un basketteur était en concurrence avec un footballeur. Mais c'était comme ça, il fallait le faire. 2 semaines plus tard, ils allaient bien au-delà de Mach 2. Oui, ils en avaient fait une affaire d'honneur. Et on était plutôt fiers d'avoir été les premiers, après les efforts qu'on avait faits pour y arriver. Logiquement, on n'aurait pas dû réussir. Ils savaient que cet avion ne pouvait pas atteindre Mach 2. Et ils n'avaient pas tort. On était à l'extrême limite des possibilités de l'avion. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir suivre le plan de vol avec une marge très serrée. Et ça a marché. Le Skyrocket a beaucoup contribué à la connaissance des voilures en flèche, aujourd'hui communes aux avions supersoniques. Au-dessus d'Hiroshima, le Boeing B-29 a ouvert l'ère nucléaire. Mais son utilisation dans les premiers programmes d'avions X est beaucoup plus pacifique. Les 70 tonnes de cet appareil sont soulevées par d'énormes vérins hydrauliques. Le X-1A est ensuite positionné en dessous avec précision. Les dimensions de la soute à bombe du B-29 limitent la taille de l'appareil expérimental. Il ne fait qu'1,35 m de plus que son prédécesseur. Il est en quelque sorte taillé sur mesure. Une fois l'alignement effectué, le B-29 est redescendu. Son fuselage a été découpé pour recevoir l'empennage du X-1. L'avion porteur embarque un réservoir d'oxygène liquide pour compléter celui du X-1A. L'adjonction de tubulures de vidage des combustibles est indispensable pour empêcher les émanations dangereuses de s'accumuler dans la soute à bombe ouverte du B-29. Le X-1A est finalement treuillé en position. Pesant plus de 8 tonnes, il est retenu par un système d'attache standard de bombe. Une fois la procédure de chargement terminée, le B-29 est remorqué jusqu'au poste de ravitaillement du X-1 de l'autre côté de la rampe d'accès. Le moteur fusée XLR-11 nécessite 2 combustibles, de l'oxygène liquide, ou LOX, et un mélange eau-alcool. Le LOX à très basse température fournit l'oxygène indispensable à la combustion. Le réservoir de 1900 litres est rempli très lentement pour refroidir peu à peu le fuselage et éviter un choc thermique. La température de moins 185 degrés environ gèle instantanément toute condensation sur le revêtement, formant une fine couche de glace sur le fuselage. Le mélange eau-alcool est pompé dans un réservoir séparé. Le moteur peut consommer plus de 3800 litres de combustible en 5 minutes. Chuck Yeager ne fera voler le X-1A que 4 fois. À chaque vol, il dépassera Mach 1 et battra son propre record. Mais la veille de son premier vol, Scott Crossfield dépasse de peu Mach 2. Lors de son dernier vol sur X-1A en décembre 1953, Yeager dépassera de très loin Mach 2 et évitera le drame de justesse. La longue piste d'Edwards est indispensable au B-29. Le peu de garde au sol rend le décollage très délicat. À mi-chemin de la longue ascension, Yeager s'installe dans l'habitacle du X-1A. La trappe d'accès peu pratique du X-1 a maintenant été remplacée par un habitacle modifié et une verrière. Pendant le vol, une batterie d'instrumentation mesure et transmet en direct les données sur la position des surfaces mobiles, la pression aérodynamique, la direction, l'altitude et la vitesse. Les détecteurs enregistrent même la force appliquée par le pilote sur les commandes de vol. Ce sont les premiers pas de cette technologie de pointe, et ces équipements sont assez volumineux. Mais en ce début des années 50, c'est le nec plus ultra.
Start your countdown slowly. Okay, starting the countdown, starting from 5 down to 0. 5. Dès que le B-29 atteint l'altitude de largage, le pilote lui fait légèrement piquer du nez pour gagner un peu de vitesse. Puis il entame le compte à rebours, pendant que Yeager se prépare au largage, installé à l'étroit dans le cockpit du X-1A. Une fois libéré, Yeager monte à 70 000 pieds, 21 300 mètres, où il peut commencer l'expérimentation. Le moteur fusée fournit une poussée équivalente à 30 000 chevaux. Le X-1A se stabilise et commence à accélérer rapidement, dépassant Mach 2 en quelques secondes. Yeager est de nouveau l'homme le plus rapide du monde. Alors que le X-1A dépasse Mach 2,4, l'avion se déporte doucement à gauche. Yeager veut corriger, mais un bruit sec et violent retentit et l'avion commence à tomber, incontrôlable. Malmené dans le cockpit, Yeager tente désespérément de reprendre les commandes à 11 000 mètres. Puis son casque heurte et fend la verrière. Sous le choc, il perd à moitié connaissance. Quand l'avion retrouve une atmosphère plus dense, vers 10 000 mètres, il se stabilise. Yeager, sonné mais conscient, entrevoit le salut et saisit la chance. Il vient de chevaucher un tigre et de l'apprivoiser. Après une chute de 12 000 mètres, il fit en sorte de se retrouver en vrille inversée. Et là, il savait qu'il pouvait manœuvrer pour en sortir. Il est parvenu à se stabiliser à nouveau et s'est posé sans problème sur le lac asséché de Rogers. Quand il a retrouvé la terre ferme, il a quand même insinué que si le X-1A avait eu un siège éjectable, il aurait sûrement faussé compagnie à la machine. Il n'avait aucune possibilité de sortir de l'avion. Il lui fallait donc sauver l'appareil pour se sauver lui-même. Quelques instants avant son rodéo à bord de l'appareil, il a poussé le X-1A jusqu'à Mach 2,44. Mais on se souviendra de ce vol non pour la vitesse atteinte, mais plutôt pour les sérieux problèmes d'instabilité rencontrés à très grande vitesse. Après avoir battu un record d'altitude à plus de 27 400 mètres, le X-1A est remis au NACA. Mais jamais plus il ne dépassera Mach 2. La mésaventure de Yeager met en évidence la nécessité de mettre au point des systèmes d'éjection sûrs. Bell installe dans le X-1A un siège éjectable, mais l'avion ne volera plus qu'une seule fois. Après une explosion à moyenne altitude, rappelant le sort du X-1D, l'appareil est largué de son avion porteur et s'écrase dans le désert. Le troisième exemplaire des X-1 de seconde génération, le X-1B, est transporté de l'usine Bell dans l'État de New York à la base d'Edwards en juin 1954. Il va servir à familiariser les pilotes à ce genre de machine avant d'être livré au NACA. Le pilote Pete Everest de l'US Air Force doit prendre en charge le futur X-2 et les vols à bord du X-1D l'aident à se préparer à cette tâche. Le 2 décembre 1954, Everest le pousse à Mach 2,3, sa plus grande vitesse jamais atteinte. Son instinct de pilote lui dit qu'il vaut mieux ne pas aller au-delà. À partir d'un certain nombre de Mach, on avait des problèmes de compressibilité. Les commandes devenaient inefficaces et on avait des phénomènes vibratoires. Et le contrôle directionnel aussi devenait inefficace, parce que la dérive était petite. On se retrouvait ballotté dans tous les sens, et on savait qu'on approchait des limites du domaine de vol de l'appareil. Arrivé là, ça n'a pas beaucoup de sens de pousser plus loin. On est très près de la perte de contrôle et ça peut devenir dangereux. Le X-1B effectue 27 vols.
presque 2 fois plus que le X-1A. Au-delà de son domaine spécifique de recherche, la stabilité et le contrôle, le X-1B aborde les effets thermiques dus aux grandes vitesses. Lors de ses 3 dernières missions, il vole avec un système de contrôle à réaction rudimentaire. Utilisé à très haute altitude, ce système sera la base de l'élaboration du contrôle d'attitude des appareils dans l'espace. Cette étrange chose est la croix de métal utilisée à la fin des années 50 par les pilotes d'essai pour simuler les effets du système de contrôle à réaction du X-15. Expérimenté pour la première fois sur le X-1B, le système fait déplacer la croix verticalement ou sur le côté grâce à des jets de gaz sous pression. Après des essais sur le X-1B, le système de contrôle à réaction est monté dans un Lockheed NF-104A équipé d'un moteur fusée supplémentaire de 3 tonnes de poussée monté dans la queue, brûlant un mélange de peroxyde d'hydrogène. Le F-104 grimpe à plus de 115 000 pieds, 35 km, pour tester le système. À cette altitude, l'atmosphère a presque disparu et les commandes de vol aérodynamique standard ne servent plus à rien. Seules les buses lâchant du peroxyde d'hydrogène monté dans le nez et en bout d'aile permettent de manœuvrer l'appareil. Le dernier vol du X-1B en 1958 sert aux essais des buses de contrôle à réaction. Son pilote va plus tard profiter de cette expérience. Il s'appelle Neil Armstrong. Le X-1B est maintenant exposé au musée de l'US Air Force à Dayton, dans l'Ohio. L'histoire du dernier X-1 commence en 1945. Cet appareil est en fait le second des 3 premiers construits. Portant le numéro 6063, il est livré à Muroc en 1946. Premier des X-1 à voler avec ses moteurs fusées, il atteint la vitesse de Mach 0,75. Le NACA, quant à lui, reçoit le second appareil afin d'approfondir le programme d'essai accéléré de l'US Air Force. Considéré alors comme le moins rapide des deux, il va toutefois largement dépasser son alter ego dans sa nouvelle version. Il est rebaptisé X-1E. Pilote d'essai au NACA, Joe Walker effectue 21 des 26 vols du X-1E. Son premier vol a lieu le 12 décembre 1955. L'avion a subi d'importantes modifications pour augmenter les performances et la durée de vol. Une nouvelle verrière et un habitacle entièrement révisés ont été jugés essentiels après les problèmes apparus avec l'installation d'origine. Pour accroître la sécurité des pilotes, on a installé un siège éjectable actionné par fusée. La nouvelle voilure est incroyablement fine, moitié moins épaisse que celle du X-1 d'origine. Les pompes d'alimentation en combustible sont aussi améliorées, ce qui fait du X-1E un véritable nouvel avion. L'appareil devait prendre sa retraite en 1951. Mais la perte du 3e X-1, rapidement suivie de celle du X-1D, laisse le NACA sans appareil expérimental en état de vol. Mi-1955, les modifications sont pratiquement terminées et en novembre, l'avion est prêt pour une nouvelle période d'essai en vol. Le moteur fusée du X-1E, surnommé Black Betty, est le même moteur qui a fait entrer le X-1 dans l'histoire. Les performances élevées du X-1E prouvent que ce moteur possède un potentiel de taille. Les essais démontrent aussi les avantages d'une voilure très fine à grande vitesse. Joe Walker réussit son vol le plus rapide, Mach 2,24, soit 2378 km/h, pratiquement le double des capacités de l'appareil dans sa configuration originale. Le X-1E, dernier représentant opérationnel de la famille X-1, fait honneur aux ingénieurs qui l'ont conçu. Une cellule poussée à ses limites,
mais qui s'est maintenu plus de 12 longues années aux confins de la recherche expérimentale aéronautique. En cet honneur, le X-1E monte désormais la garde à l'entrée du centre de recherche de la NASA à Dryden. Son ultime vol, le 6 novembre 1958, marqua la fin d'une famille d'avions supersoniques, élément essentiel de l'histoire de l'aviation.